Donc, d'abord, comme vous pouvez le constater sur cette toile que j'ai réalisée comme support pédagogique pour les ateliers, ici vous avez au moins entre 20 et 30 000 ans d'histoire de l'écriture. Donc, comme vous pouvez le voir, ça va du néolithique jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas toutes les écritures, mais il y a les principales, surtout après les écritures qu'on appelle les écritures, si vous voulez, alphabétiques. Tout le monde sait que le passage de la préhistoire à l'histoire, il s'est fait à travers les deux événements majeurs, hein, je ne vous apprends rien. C'était donc la naissance de l'écriture et l'invention de la roue. Ces deux événements ont eu lieu pratiquement à la même période, à 2 ou 3 siècles près. C'était entre 3500 avant Jésus-Christ pour l'écriture et à peu près 3200, 3300, 3200 avant Jésus-Christ pour la roue. Et ces deux inventions, elles ont eu lieu en Mésopotamie. Je ne vous apprends rien, la Mésopotamie, c'est le fameux triangle fertile qui se trouve entre le Tigre et l'Euphrate, dans les deux pays qu'on appelle aujourd'hui l'Irak et la Syrie. Et donc ce fameux triangle fertile était habité par une civilisation qui s'appelait, si vous voulez, dans la Mésopotamie, c'était les premiers qui ont inventé ça, les Sumériens. C'était des gens qui étaient intelligents pour l'époque, ils se sont sédentarisés dans cette région, ils ont inventé l'écriture. Donc la première forme d'écriture qu'ils ont inventée, avant la naissance de l'écriture, ils ont inventé les calculis, les calculs qu'on voit ici. Les calculis, c'est quoi? Donc voilà, ce sont des espèces de petits jetons, hein, de formes différentes pour indiquer leur valeur. Ces petits jetons étaient façonnés dans l'argile fraîche, séchés au soleil. Après, on les mettait dans cette espèce d'enveloppe bulle et sur laquelle était gravé ou tracé, si vous voulez, le sceau du propriétaire. On mettait des encoches pour indiquer le nombre de jetons qu'il y a dedans. Arrivé à destination, il suffit de la casser pour vérifier ce qu'il y a dedans. C'était un bon moyen de communication, d'échange, de business, si vous voulez. Alors, les besoins de communiquer devenant plus importants, si vous voulez, à côté du sceau du propriétaire, on avait inventé une espèce si vous voulez, de forme graphique. Hein. C'était pour résumer ce qu'il y avait dedans comme dette et marchandises. Et du coup, on n'était plus obligé de casser la sphère pour savoir ce qu'il y a dedans. Ben, il suffisait de lire. Et les jetons devenant inutiles, la sphère s'aplatit, comme vous le voyez ici, et elle devient tablette d'argile sur laquelle sont tracées, si vous voulez, des encoches et des formes figuratives pour s'exprimer. C'était la première forme d'écriture communicative, c'est-à-dire d'échange. Parce qu'avant ça, il y avait quand même, dans la préhistoire, il y avait l'écriture aussi, mais elle était fixe. C'était sur des parois de grottes, c'était sur des rochers, tout ça. Mais là, c'était vraiment la première forme d'écriture d'échange. Et elle s'appelle donc, ce sont des pictogrammes, comme vous voyez, c'est un pictogramme, c'est le dessin d'un arbre, ça veut dire un arbre, le dessin d'une vache, ça veut dire une vache, une main, ça veut dire une main, etc. Et donc l'écriture pictographique évolue un petit peu, et on est passé du pictogramme à l'idéogramme. L'idéogramme, c'est alors, si vous voulez, c'est 2 ou 3, voire plusieurs images de pictogrammes pour faire un idéogramme, pour exprimer ainsi soit une idée, soit une phrase. Voilà, comme on le voit ici. Et le pictogramme donc, évolue vers
pictogramme, et l'idéogramme à son tour évolue vers le signe abstrait, qui va évoluer très vite et donner naissance à l'écriture cunéiforme. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme vous le voyez ici, ça c'est par exemple un idéogramme. On a pris la forme par exemple d'un pubis de femme avec des petites colliers, on dit que ça c'est l'étrangère qui vient de loin, etc. Si on prend une montagne avec des traits, ça veut dire c'est quelqu'un qui vient de loin. Si on prend un oiseau avec des œufs, ça veut dire la fécondité, etc. Et on est passé progressivement du pictogramme jusqu'à, on a évolué le pictogramme, l'idéogramme, le phonogramme, et jusqu'à l'écriture, si vous voulez, cunéiforme. Et le cunéiforme, c'est quoi? En fait, les fameux sumériens, ça s'est passé sur 3-4 siècles, hein, pas plus. Ben, en fait, ils prenaient un calame, une espèce de bout de bois, hein, un stylet, ils taillaient le bout en triangle, ils enfonçaient ça si vous voulez, dans la tablette d'argile, vous voyez ici. Voilà. Donc l'empreinte laissée, elle est en forme de clous ou de coins. Et comme on avait déjà, si vous voulez, évolué pour le signe abstrait, c'était la naissance de l'écriture cunéiforme. Donc après, les tablettes sont séchées. Et avec ça, on communique. Alors, l'écriture cunéiforme, donc après les Sumériens, il y a eu d'autres civilisations qui ont suivi. Hein. Il y a eu les Akkadiens, les Babyloniens, etc. Et puis les Cananéens, pratiquement les derniers qui ont inventé cet alphabet. C'est le premier alphabet au monde, que tout le monde connaît, je pense, ou a entendu parler, qui s'appelle l'alphabet ougaritique. Il a été découvert à Ougarit, qui se trouve à proximité de la ville de Latakia, dans le nord de la Syrie. Vous voyez, c'est un alphabet composé d'une trentaine de signes. Et c'était le premier alphabet connu au monde, et ça a été inventé vers 1400 avant Jésus-Christ. Donc parallèlement à ça, ici on a l'hiéroglyphe égyptien. L'hiéroglyphe, vous savez bien, le mot hiéroglyphe veut dire l'écriture sacrée ou l'écriture des dieux. C'était une écriture lapidaire, comme vous voyez. Hein. D'abord c'est figuratif, hein. On voit des formes d'animaux, des parties du corps humain, etc. C'était une écriture figurative. Et elle a été inventée pratiquement en même temps que l'écriture cunéiforme. C'était à la fin du 4e millénaire en Égypte. Mais bon, c'était une écriture, si vous voulez, qui était réservée pratiquement on trouvait ça surtout sur les murs des temples, puisque c'était une écriture sacrée. Et elle était très très lourde soit à graver ou à dessiner. Alors, ici nous avons l'écriture hiératique. C'est quoi? En fait, c'est l'évolution de l'écriture, si vous voulez, hiéroglyphique. Avec l'invention du calame, de l'encre et du pinceau, surtout du papyrus, on est passé donc de l'écriture lapidaire qui était lourde, l'écriture hiéroglyphique, à cette écriture-là qui s'appelle le hiératique. Elle est cursive d'abord, c'est plus et puis elle a, si tu vois, elle était rapide à exécuter. Elle est devenue très vite donc l'écriture de l'administration, et elle servait aussi à faire des textes religieux comme ici, hein, ou des textes littéraires ou scientifiques. Le hiératique a évolué aussi pour aboutir à cette forme d'écriture qui s'appelle l'écriture démotique, l'écriture populaire, hein, qui est encore une écriture très cursive, où les signes sont beaucoup plus simplifiés, et on appelle ça une écriture à ligature, c'est-à-dire tous les signes sont liés entre eux. Ça c'est comme l'écriture arabe, c'est une écriture à ligature aussi. Et ça a été inventé vers le 7e siècle, avant Jésus-Christ. Et elle est devenue très rapidement l'écriture quotidienne des Égyptiens jusqu'à l'arrivée à l'invention des Grecs.
Donc les Grecs, ils ont envahi l'Égypte en 300 et quelques, 332 je crois. Et du coup, les Grecs commencent à s'imposer petit à petit, et l'écriture égyptienne, démotique, va se, si vous voulez, va se disparaître petit à petit. Et jusqu'à 146 avant Jésus-Christ, les Grecs mettent fin à cette écriture-là, et tous les contrats qui étaient faits jusque-là avec cette écriture-là, ils perdent leur valeur légale ou juridique. Donc c'était la fin de l'écriture égyptienne avec l'arrivée des Grecs, et c'était le fameux Alexandre le Grand qui a envahi l'Égypte. Bon, ça c'est un plastron de tortue, c'est l'écriture chinoise, on ne va pas trop en parler, c'est pas trop ma spécialité, mais pourquoi j'en parle pas? Parce que c'est pas une écriture alphabétique. Tout le monde sait que le chinois c'est une écriture, ce sont des idéogrammes ou des sinogrammes. Mais c'est juste pour dire qu'en parallèle, il y avait cette écriture aussi. Alors ici on arrive à l'écriture phénicienne, qui est donc pour moi, pour les historiens, l'écriture phénicienne, c'est une évolution sur les deux cuneiformes, des Cananéens. C'est aussi une évolution de l'écriture égyptienne des proto-sémitiques qui a abouti à l'écriture phénicienne. Alors les Phéniciens, c'était des gens très malins. Ils bougeaient beaucoup, ils voyageaient beaucoup, ils naviguaient beaucoup. Ils vivaient, en fait, leur origine, c'est le Liban actuel, que tout le monde connaît. Et donc, eux, ils se sont inspirés de ces écritures anciennes, et ils ont inventé, en 900 avant Jésus-Christ, comme vous le voyez, l'alphabet phénicien. Et l'alphabet phénicien, donc, est à l'origine de l'alphabet. Que ce soit les alphabets en Europe, les alphabets partout dans le monde, tous les alphabets descendent du phénicien. Donc du phénicien est né l'alphabet à l'époque araméen, l'hébreu, le grec, le nabatéen, etc. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment la racine de tous nos alphabets. Voilà, ici on a une frise un petit peu sur l'évolution. Encore l'évolution de Aleph. Alors ici, voilà, on a une écriture araméenne qui descend donc du phénicien. Alors ça bouge, parfois ça bloque, excusez-moi. Et on arrive à l'écriture nabatéenne. Les Nabatéens, c'était ce royaume qui a vécu à l'époque dans la région de Oued-Rome, je ne sais pas si vous savez celui. Leur capitale, c'était Petra. Petra, ça vous dit quelque chose? Oui. Petra, tous les touristes connaissent, se trouve en Jordanie. Donc, les Nabatéens, ce royaume, il n'a pas duré trop longtemps. En fait, en 106, il a été, si vous voulez, envahi par les Romains, et c'était la fin du royaume nabatéen. Et l'écriture arabe, voilà, ici nous avons une écriture nabatéenne qui date d'à peu près de 250, après Jésus-Christ. Hein. Et l'écriture arabe, elle serait d'origine nabatéenne. D'après les historiens, les paléographes, elle serait d'origine nabatéenne. Et vous voyez, ça c'était une première forme d'écriture. Comme ici, ça c'est l'écriture syriaque, parce qu'à la même époque, il y avait les Syriaques qui habitaient dans cette région. Et nous avons ici l'une des premières formes d'écriture arabe. Vous voyez, elle a des similitudes avec ça. Donc l'écriture arabe, elle est d'origine nabatéenne, et elle commence donc à se différencier. Donc le royaume nabatéen s'est terminé vers 106, et l'écriture arabe, elle commence à se différencier du nabatéen vers le 4e ou le 5e siècle. Et au départ, si vous voulez, l'écriture arabe, elle était limitée à quelques pierres tombales, un truc comme ça, des tombes ou des pierres commémoratives, parce qu'il n'y avait pas besoin d'écrire, en fait, ils communiquaient verbalement. À l'époque, ils s'en fichaient un petit peu de l'écriture. Mais elle commence
Vous voyez les similitudes qu'il y a, hein. Là, c'était au 6e siècle. Ça, c'est voilà, c'est une écriture tombale. Et il y a eu un grand événement qui est arrivé au 7e siècle, fin 6e, début 7e, c'était l'arrivée de l'islam. Alors, l'arrivée de l'islam, c'était l'événement pour l'évolution de l'écriture arabe, le développement de l'écriture arabe. Donc voilà, ici nous avons encore quelques inscriptions en arabe, les toutes premières. Hein. Donc l'islam est arrivé, si vous voulez, je vous donne quelques dates rapidement. C'est en 570, en fait le prophète Mohammed, qu'on appelle nous, il est né en 570, il a vécu une soixantaine d'années, il est mort en 630 quelques, 632 je crois, et il a eu la révélation en 610, à l'âge de 40 ans. Il a été chassé de la Mecque, il a immigré à Médine, ce n'était pas un immigré clandestin, mais il a immigré avec toute sa fanfare, ses tambours, ses camarades, tout ça. Et donc 622, c'est l'année où il a immigré. C'est aussi, pourquoi je vous parle de ça, c'est l'année, c'est le démarrage du calendrier musulman, le calendrier lunaire. Il a commencé en 622, la date de l'Hijr, ce qu'on appelle nous l'Hijr, le Hijra. Si vous voulez, à partir de cette date-là, l'islam est arrivé, le Coran est arrivé, et il fallait commencer à écrire. Le gros problème, c'est que l'écriture était jusque-là limitée à quelques pierres, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Et elle était lapidaire, si vous voulez. On écrivait sur des cailloux, des pierres, des os, des morceaux de bois. Mais écrire un livre du Coran, ça change la donne. Donc après la mort du prophète, en 632, je crois, il y a eu des califes tout de suite après lui. Il y a eu 4 califes. Les 2 premiers, ils n'étaient pas d'accord pour écrire le Coran parce qu'ils avaient un prétexte qui était valable pour l'époque. Ils disaient qu'il n'y a pas de raison d'écrire le Coran parce que le prophète ne nous a pas laissé de consigne pour l'écrire. Parce qu'il était jusque-là transmis oralement. Mais paradoxalement, l'islam se développe, il va partout dans les régions conquises. Et le 3e calife, qui s'appelait Othman à l'époque, Othman ibn Affan, celui-là, il a régné entre 644 et 656. Et lui, il a ordonné à ce que le Coran soit écrit. Pour 2 raisons essentielles, hein, si vous voulez. D'abord, pour arrêter pour mettre fin un petit peu, si j'ose dire, à la cacophonie de la transmission orale, parce qu'il y a des erreurs, des choses comme ça. Et pour une 2e raison qui était très importante, c'était d'envoyer des exemplaires du Coran dans les régions conquises. Et donc, la difficulté commence, comment passer, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une écriture lapidaire qui était gravée et tout ça, à une écriture cursive sur des matériaux souples comme le cuir, le parchemin ou le papyrus. Et surtout, le souci si vous voulez, des calligraphes à l'époque, c'était comment reproduire un texte fidèle si vous voulez, au message révélé au prophète, et comment passer de cette écriture lapidaire à une écriture cursive. Et il commence alors une transition assez lente et assez difficile. Alors, les premières écritures, les premiers livres du Coran, ils étaient écrits dans un style qui s'appelait Hijazi. Hijazi, c'est par rapport à Hijaz. Tout ça, c'est né dans une zone qui se trouve vers l'Arabie Saoudite, Yémen, l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui. Donc, de ce style-là, et se sont développés
d'autres variantes, si vous voulez, qui étaient propres à chaque village ou à chaque tribu, qu'on appelait par exemple Al-Madani pour la ville de Médine, on appelait par exemple Al-Makki pour la ville de la Mecque, et ainsi de suite. Mais sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre toutes ces écritures. Et la variante Madani a pris un peu le dessus, j'ai mis mes notes, mais c'est pas grave. Elle a pris le dessus, et de cette variante, il y a eu, si vous voulez, une évolution. Et de cette variante, il y a eu trois grandes familles. Un style qu'on appelle Mukawwar ou Mudawwar, c'est-à-dire arrondi. Un autre style qui était triangulaire, qu'on appelait Muthalath. Et il y avait aussi un autre style, un troisième style qui s'appelait Ta'im ou Tawam, ça veut dire jumeau. Le jumeau du jumeau, c'était une combinaison des deux précédentes. Et donc de ces trois-là, il n'y a eu que deux qui ont survécu, surtout un, le Mukawwar al-Mudawwar, qui a donné naissance aux écritures cursives, et l'autre, une autre variante qu'on appelle, si vous voulez, l'écriture rectiligne et angulaire. À partir de là, va naître un style qui s'appelle le style Koufi, de l'écriture angulaire, et un style surtout Muthalath et Nasri. Le Nasri, il a survécu jusqu'à aujourd'hui, et c'est le style des copistes, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans les livres, l'écriture des livres, l'écriture de l'imprimerie, et elle est dans le style Nasri. Alors, vous voyez ici, donc les premières formes d'écriture, elles étaient un petit peu, si vous voulez, un peu timides, un peu archaïques, et on avait un souci, si vous voulez, au départ, comme vous voyez ici, il n'y avait pas de si vous voulez, de points diacritiques, ni de signes vocaliques, c'est-à-dire de petites voyelles. Parce que l'écriture arabe, c'est une écriture comme l'hébreu, sémitique, et c'est une écriture consonantique, et il faut des petites voyelles et des points pour différencier les lettres. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de lettres qui se ressemblent, qui ont le même signe, on les différencie uniquement avec le point. Et au départ, donc, il y avait beaucoup de confusion là-dessus, et c'était au destinataire, au lecteur, de deviner le sens de la phrase ou du mot. D'ailleurs, il y avait une histoire assez tragique, hein, il y a eu tellement de confusion. Il y avait un calife qui a envoyé un wali. Un wali, c'est l'équivalent d'un préfet ou d'un gouverneur. Il l'avait envoyé pour qu'il soit installé en Égypte. Tant qu'il était tout content, ce pauvre monsieur, il avait sa lettre d'accréditation. Il arrive sur place, il remet sa lettre aux autorités qui le reçoivent. Il commence à lire la lettre. Bon. Et au lieu de lui donner ça à son poste, il lui coupe la tête. Et oui, le pauvre, il a laissé la vie à cause de quoi? Regardez, je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est le mot qui est écrit comme ça. Donc, ce mot-là sont les points. Je peux, si vous voulez, l'interpréter de 2 ou 3 façons différentes. Je vais l'écrire encore ici. Et je l'écris encore ici. Donc, lui, si vous voulez, il est arrivé à destination avec dans sa lettre, toute une lettre de plein de formules, et ils ont mal interprété ce mot-là, qui veut dire aqbilhu. Si je mets les points comme ça, regardez, ça veut dire acceptez-le. Acceptez-le. Parce que j'ai mis 2 points ici et un point là. Et le destinataire qui a lu la lettre, il avait lu ça. C'est-à-dire le point qui était là,
Pour lui, il avait imaginé ici, 2 points ici. Mais alors, le mot ici, je veux dire, tuez-le. Donc, le pauvre, voilà, il est passé à la trappe. Il y a eu d'autres histoires, mais comme ça, c'est une grande personnalité, c'est resté dans les annales. Donc, à partir de là, si vous voulez, les calligraphes, les grammairiens se sont mis au travail pour remédier à toutes ces erreurs d'interprétation, pour faire des règles, si vous voulez. Voilà. Je vais revenir un petit peu après. Tout ça, j'en ai parlé. Donc, l'une des premières règles était instaurée par un calligraphe qui s'appelait Aboul Aswad. Ce monsieur-là était né, il est mort plutôt en 688. On ne connaissait pas trop leur date de naissance, c'était approximatif. À 20 ans près, ils s'en fichaient un peu. Donc ce monsieur-là, il avait inventé les premiers signes vocaliques. Ce sont les points rouges que vous voyez ici. Ce sont des petits points rouges ou des petits cercles rouges. Pourquoi rouges? Pour les différencier des lettres. Et pour lui, c'était les premières vocalisations. Bon, c'était un très bon début, mais c'était pas assez. Déjà, on voit la différence en haut et en bas. On peut déjà différencier les mots par rapport à ces signes-là. C'était pas mal, mais pas assez. 2 élèves de ce monsieur-là, un qui s'appelle Yahya ibn Yahmur, l'autre qui s'appelait Nasr ibn Asim. Donc 10 ans plus tard, c'était en 685, je crois. Voilà. Ces 2 élèves de M. Aboul Aswad, ils ont inventé le point diacritique. Le fameux point qu'on a ici. Je vais vous faire quelques exemples, si vous voulez. Il y a un truc pour effacer. Donc, ces 2 élèves, ils ont inventé le point diacritique qui a vraiment mis fin à la confusion des lettres. Et à partir de là, chaque lettre elle est devenue unique. Si par exemple, je prends ce que vous voyez sur le tableau là, on a ce signe-là. Par exemple, sans les points, je peux l'interpréter avec de 5 façons différentes. Il peut être un B, peut être un T, peut être un A, peut être un I ou Y, et peut être un L. Donc ces 2 élèves-là, leur idée, elle était géniale. Le même signe, ils ont dit, on va mettre un point dessus. À partir de là, il va s'appeler B. On ne peut plus le confondre. Ainsi de suite, avec 2 points, il devient T, avec 3 points, il s'appelle ça, etc. Et dans l'alphabet arabe, qui est composé de 28 lettres, il n'y a que 17 signes distincts. Le reste, ce sont des signes répétés, les différenciés avec le point. Vous avez par exemple ce signe-là, hein. C'est le même signe. Ici, sans rien, c'est la lettre Ha. Vous voyez, c'est la lettre Ha, comme ça. Ici, si je mets un point au-dessous, c'est la lettre J. Et si je mets un point au-dessus, il devient Kha. Donc, avec leur invention, si je mets un Kha, je peux le confondre avec les autres, si je mets le point dessus. Ici, si je mets 2 points dessus, on sait que c'est un T. Donc, leur invention elle était superbe. Dans quelle année ça, enfin, En quelle année? Enfin, oui. C'était, je l'ai déjà dit, c'était en 685. Parce que leur maître est mort en 688. Les dates que j'ai trouvées, moi, c'était 685. Les dates que je connais. Je peux juste poser une question. Aujourd'hui, quand c'est écrit, est-ce qu'il n'y a pas des... Il ne peut pas y avoir de confusion dans les gens. Quand on parlait hier, là, quand on a vu le cours de l'écriture des médecins qui écrivent vite ou des trucs comme ça, et du fait d'écrire très vite, par exemple l'arabe, dans le sens,
Écrire très vite l'arabe et puis de se tromper de point comme ça, non c'est... Non, maintenant c'est fini tout ça. De toute façon, les systèmes, si vous voulez, ces réformes-là, ces inventions-là, ils ont cours aujourd'hui. C'est le système qui est appliqué aujourd'hui. Et avec ça, il n'y a plus de confusion. Je finis après, après on va passer à ça. Donc après ces deux élèves-là, il y a eu un autre calligraphe qui s'appelait Al-Farahidi, que vous voyez ici. Ce monsieur-là, donc il est mort là, en 788, c'était presque un siècle après. Il a inventé les signes vocaliques, ou des petites voyelles, qui ont cours jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Vous voyez, il a inventé les petits tirets là. Quand on met un petit tiret au-dessus de la lettre, on a le petit son A. Quand on le met le petit tiret en dessous, on a le petit son I. Il a inventé l'espèce de petite virgule là, qu'on appelle nous Dhamma. C'est le petit son O ou OU. Et voilà, il a inventé aussi les autres formes. On a le soukoun, ça c'est le son, il est un peu muet. En fait, on s'arrête sur la lettre. Shadda, en fait, les inventions, ce qui est en rouge. Ce que vous voyez, ce qui est en rouge. Shadda, c'est pour renforcer la lettre ou pour la doubler. Par exemple, si je dis bas, tout court, bas, je vais mettre ça. Si je dis bas, au lieu d'écrire deux fois le bas, je mets bas avec ça. D'accord? Et donc ce système-là, il a remplacé le petit cercle rouge qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez? Il a remplacé, je vais revenir dessus, il a remplacé les petits cercles rouges qui sont là. Il a inventé donc ce système-là, plus ces trois-là, ce qu'on appelle Hamza al-Madda et Wasla, le plus utilisé, c'est celui-là. Alors, regardez avec ces inventions-là, et avec la difficulté de l'écriture arabe au départ, où est-ce qu'on est arrivé? Ici, nous avons un seul signe, ce que j'ai fait tout à l'heure, qui est bas, et rien qu'avec les points, comme je vous ai expliqué, devient tel, devient tel, etc. Et comme je vous ai dit, l'écriture arabe, elle est à ligature, c'est une écriture cursive, on attache les lettres entre elles pour faire un mot. Toutes les lettres s'attachent entre elles des deux côtés, sauf 6 qu'on n'attache que à l'avant, mais pas à l'arrière. Et là, on n'est pas là, parce qu'à faute de temps, on ne pourra pas expliquer tout ça. Comme je vous ai dit, avec ce signe-là, regardez tout le nombre de mots que je peux faire. Ça, c'est juste un... Je peux écrire Binton, je peux écrire une maison. Vous voyez ici, c'est le même signe. Hein. Binton, une maison, ici, Banat, ça veut dire elle a construit. Ici, Yabotho, ça veut dire elle diffuse. Ici, Nabata, ça veut dire il a poussé. Ici, Thabbata, il a fixé. Il n'y a que les signes diacritiques, les signes vocaliques et le point diacritique qui changent. L'écriture est la même. Et avec ça, on a plein de mots. Et la notion de féminin et masculin? Ah oui, oui, elle existe. Hein, c'est comme... oui, elle existe. On a la notion de... Par exemple, ici. Ici, quand on dit Binton, on sait que c'est une fille. Après, si vous voulez, on va faire un petit peu de grammaire, c'est autre chose. Tous les noms féminins se terminent par tun, en général. Mais là, si on fait un peu de grammaire, on ne s'en sort pas. C'est juste pour vous expliquer, si vous voulez, l'évolution de l'écriture. Et avec le point et les signes, on a fait beaucoup de progrès. Et ça, c'est le système qui est enseigné aujourd'hui. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Après ce monsieur-là qui s'appelait Al-Farahidi, on a un nouveau grand calligraphe qui s'appelait Ibn Muqla. C'était au Xe siècle. Vous avez entre parenthèses ses dates de naissance, tout ça.
Alors ce monsieur-là, c'était un génie franchement, parce qu'il a inventé ce qu'on appelle les règles de géométrie pour mesurer les lettres. Aujourd'hui, dans la calligraphie arabe, on applique toujours la méthode de ce monsieur-là, de Ibn Muqla. Moi, j'enseigne la calligraphie arabe avec sa méthode. Et tous les calligraphes dans le monde ancien utilisent sa méthode. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur-là? Il a pris, dans le style Nasri, par exemple, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a pris la lettre Alif, madame, qu'on a fait hier. Il l'a prise, là je schématise, hein, c'est vite fait. Hein. Il a pris la lettre Alif, c'est l'équivalent du A, qui a cette forme-là. Hein. Il a mesuré, si vous voulez, toujours avec son qalam. En fait, il a écrit comme ça, il a pris un qalam et il a mesuré. Il a trouvé 5 points. Il a trouvé que son alif était très joli. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un cercle autour de son alif. Il avait décrété que ce alif sera le diamètre du cercle. Et à partir de ce cercle-là, toutes les lettres vont se disposer plus ou moins dedans, selon leur taille. Si elles sont petites, comme le del, elle va prendre une partie, par exemple, elle va prendre une partie du cercle. Si elle est plus grande, elle va sortir tout ça. Il avait décrété, si vous voulez, des règles. Il avait décrété des règles de géométrie. Et avec des mesures relatives, avec le point, avec le même qalam avec lequel il écrit. Il n'a pas pris la lettre pour mesurer, mais uniquement avec le même qalam. Et donc sa méthode est toujours enseignée. Ça, c'est ça, c'est si vous voulez, c'est ce que vous voyez ici. Hein. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est la méthode du Muqla. C'est un cercle, si vous voulez, le cercle que j'ai fait moi-même, c'est le cercle des proportions. D'après ce. Mais dans un autre style, dans le style Thuluth, qui est un deuxième style, et dans le style Thuluth, la taille du alif, elle est de 7 points, comme vous le voyez là-bas. Ici, elle est de 5, là-bas, elle est de 7. Vous avez ici, par exemple, l'alif, 7 points. Vous avez le bas, pareil, fait 7 points, mais dans le sens, si vous voulez, horizontal. Et c'est toujours la méthode de ce monsieur-là. Voilà, ici, on a par exemple la lettre Ain, qui est mesurée selon sa méthode avec les points. Et comme vous voyez, on mesure la lettre dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa hauteur, dans les espaces entre les formes, tout ça. Et c'est assez raide pour apprendre tout ça. Hein. Toutes les lettres de l'alphabet. Parce que là, vous voyez la lettre toute seule, isolée, ce qu'on appelle isolée, mais quand elle est attachée, elle change un petit peu de forme. Donc on apprend tout ça. C'est pas évident. C'était vraiment génial ce qu'il avait inventé, ce monsieur-là. Il avait aussi institué, il avait inventé 3 ou 4 styles. Il a institué ces 6-là, qu'on appelle le muhaqqaq, al-rihan, al-tawqiyat, al-thuluth, al-nasr et al-raq'a. Pour vous, ça paraît presque pareil, mais nous, on connaît un peu la différence. Il avait instauré ces styles-là, que les calligraphes qui lui ont succédé, ils ont amélioré ça petit à petit. Mais certains de ces styles-là ont disparu, ils n'existent plus. Comme par exemple le Rihani, le Tawqir, le Muhaqqaq. C'est le Muhaqqaq qui existe encore. Celui-là, il a disparu aussi. Il y en a 3 qui ont disparu. Mais sa méthode, elle est restée quand même la base de l'apprentissage de la calligraphie. Après ce monsieur-là, il y a eu un autre calligraphe, un grand calligraphe, qui s'appelait Ibn al-Bawab. Ce monsieur-là, il est mort en 1022, comme on le voit ici. Alors ce monsieur-là, il n'a pas inventé de nouveau style. Simplement, il a amélioré le style d'Ibn Muqla, qui était avant lui.
Mais il l'a perfectionné franchement d'une façon extraordinaire. Et on dit que ce monsieur-là, il aurait écrit une soixantaine d'exemplaires du Coran. Vous savez, le Coran, c'était comme ça. Hein. Et tout était écrit à la main. Et malheureusement, ils ont tous disparu, ces exemplaires, sauf un seul exemplaire qui se trouve aujourd'hui dans le musée de Dublin, en Irlande. Heureusement, d'ailleurs. Après ce monsieur-là, il y a eu un grand calligraphe qui s'appelait, parce qu'ils sont tous morts, qui s'appelait Yaqut al-Musta'simi. Lui, c'était vers la fin du XIIIe siècle. En fait, c'était aussi la fin de la période abbasside. Si vous voulez, en termes de date, le prophète, je vous en ai parlé. Après le prophète, il y a eu 4 califes. Leur période, elle est partie de 632 à 660, oui. Après eux, il y a eu la période omeyyade. Ça vous dit quelque chose? Vraiment, la période omeyyade, elle a duré c'était court de 661 à 750. Après ça, il y a eu la période abbasside qui a duré de 750 à 1250 et quelques, 58 je crois. Après ça, bon, ces dynasties se sont disloquées, il y a eu donc les Andalous de l'autre côté, il y a eu les Ottomans, etc. Donc ce monsieur-là, Yaqut al-Musta'simi, vraiment il a excellé dans la calligraphie et il a continué à améliorer la méthode de Muqla. Il avait aussi inventé l'histoire de la taille du qalam en biseau. C'est ce qu'on a utilisé hier, madame. Qalam qui est taillé à droite un petit peu, et il a aussi instauré la largeur du bec. Il avait aussi institué que tout élève, pour qu'il devienne calligraphe, il faut qu'il maîtrise les 6 styles. Les 6 styles, si vous voulez, que je vous ai montré tout à l'heure, ceux-là. Sinon, on ne lui donne pas son diplôme. Donc, je vais vous montrer un peu ça. Juste pour vous montrer, cette carte-là, elle est moderne, pour vous dire la difficulté de l'évolution de l'écriture arabe, qui est partie de ce petit bout elle est partie quelque part ici. Et vous voyez où est-ce qu'elle est partie, jusqu'en Indonésie ici, elle est partie jusqu'au Kazakhstan ici, Ouzbékistan, etc. Elle est partie jusqu'au Maroc, en Andalousie, jusqu'en Afrique subsaharienne, jusqu'en Tanzanie ici, vous voyez. Et dans toutes ces contrées-là, il y avait des dizaines et des dizaines de langues différentes, des langues et des dialectes. Et qu'est-ce qui a unifié tout ça? C'est l'écriture et la langue arabe. Pourquoi? Parce que le Coran, il fallait l'apprendre en arabe. Les prières, il fallait les faire en arabe. Et du coup, là, si vous voulez, l'arabe, il a remplacé soit en totalité, comme dans les pays qui sont en vers un peu profond, soit il a remplacé en totalité, soit en partie les langues autochtones, les langues de ces pays-là. Parce qu'ils n'avaient pas trop le choix. Par exemple, ici en partant vers l'Est, les Perses, ils ne parlent pas arabe, hein. Ils ont adopté quand même l'écriture arabe. Et c'est parti, on a le perse et de l'écriture. Donc les Perses, ils ont pris l'écriture de ce monsieur-là, Yaqut al-Musta'simi, ils l'ont amélioré, mais ils ont inventé leur propre style. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'écriture arabe arrive dans un endroit, si vous voulez, les gouverneurs ou tout ça, les calligraphes, ils étaient obligés de répondre aux exigences de leur souverain, qui voulait à chaque fois, comme dans tout et partout, ils voulaient se démarquer des autres. Donc chez les Perses, ils ont pris la méthode de Yaqut al-Musta'simi, mais ils ont développé leur propre style aussi, ce qu'on appelle, j'espère que je vais le trouver là. Bon, on va revenir après.
Donc les Perses, ils ont développé leur propre style qui s'appelle donc le ta'liq, nasta'liq ou shikasté. Les Ottomans, ils ont pris aussi le style de M. Yaqut Mustarsimi, ils l'ont développé. Alors il faut savoir que l'Empire ottoman, il était immense. Il a duré très longtemps, il est parti, je crois que de 1290 ou un truc comme ça, jusqu'à l'arrivée d'Atatürk, 1920, je ne sais pas comment, 23 je crois. Donc ça a duré très très longtemps, l'Empire turc, mais il a vraiment développé l'écriture, la calligraphie arabe. On avait surnommé en plus leur période l'âge d'or de la calligraphie arabe. Et du coup, le centre d'intérêt qui se trouvait à Bagdad, il s'est, si vous voulez, s'est transféré en Turquie, à Istanbul. Alors, si vous voulez, avec le temps, chaque région a imposé son style. Ici, historiquement parlant, le premier style, c'était le Hijazi, qui n'existe plus. Après le Hijazi, le premier livre du Coran était écrit dans le style qu'on appelle le style Koufi Masahaf, ou le Koufi classique. Vous voyez ici, ça c'est une page de Coran, écrite sans les points diacritiques, mais avec les premiers signes vocaliques que vous voyez ici en rouge. Mais le Koufi, on dit le Koufi a des dizaines de variantes. On a ici par exemple le Koufi classique, il y a ici le Koufi oriental, occidental, tout ça. Ici on a une autre forme de Koufi qu'on appelle le Koufi tressé. Ici c'est une autre forme du Koufi qui s'appelle le Koufi floral, le Koufi architectural ici. Il y a eu au moins 10 ou 15 variantes de Koufi. L'écriture arabe arrive en Égypte aussi, les Égyptiens développent leur propre style. Ici on a l'écriture de ce qu'on appelle des Fatimides. C'est un style d'écriture qui s'appelle Nasri Fatimi. Nasri al-Fatimi en arabe, c'est les Fatimides. Voilà, je vous ai parlé des Perses tout à l'heure. Ils ont développé leur propre style, comme on voit ici. Ça, c'est le style Nasta'liq. Et ça, c'est encore un style qu'ils ont développé qui s'appelle Shikasté. C'est très joli, hein, mais avec, attention, dedans, il y a des ornements. L'écriture, elle est là, vous voyez. Mais ce qu'il y a autour, c'est un peu d'enluminure, si vous voulez. Ici, on arrive de l'autre côté, côté occidental, on arrive dans les pays du Maghreb. Il y a eu des styles d'écriture qu'on appelle maghrébi, mais le maghrébi, il y a eu 4 grandes écoles, il n'y a pas qu'un seul. Il y a eu l'école, ce qu'on appelle le maghrébi al-Qayrawani, de Kairouan, par rapport à la ville de Kairouan en Tunisie. Il y a eu un autre style qui s'appelle Fessi, par rapport à la ville de Fès au Maroc. Un troisième style qui s'appelait le style Andalousi, de l'Andalousie. Et un quatrième style qui s'appelait le style Soudani, par rapport au Soudan. Mais ce n'est pas le Soudan, le pays. Parce qu'à l'époque, pour eux, tous les pays qui étaient subsahariens, pour eux, c'était le Soudan. Donc Tombouctou, tout ça, c'était le Soudan, qui n'a rien à voir avec le Soudan d'aujourd'hui. Sachant quand même que l'écriture arabe, comme je vous l'ai dit, elle est partie dans les pays subsahariens qui parlaient le Swahili, le Hausa, tout ça. Elle est partie dans les îles, comme je l'ai montré tout à l'heure, dans les îles Comores, en Tanzanie, tout ça, qui parlaient carrément des dialectes et des choses. Arrivé ici dans les pays du Maghreb, on ne parlait pas arabe, on parlait berbère. Aujourd'hui, tout le monde parle arabe, mais vous voyez comment l'arabe s'est imposé. Voilà, ça c'est encore une autre page du Coran qui est écrite en style maghrébi. Ça c'est le maghrébi farsi. Alors ici, c'est si vous voulez, c'est un style philosophe d'Istanbul chez les Turcs. J'ai une question. En Oui. fait, quel que soit le style, vous arrivez quand même à déchiffrer. Moi, oui. Et Oui. Ici, c'est un style très très élégant qui s'appelle le style Thuluth. Donc, il a été développé
il a été développé auparavant hein, par le fameux Ibn Makhlad, mais que les Turcs ont amélioré. Voilà. Et les Turcs, parallèlement à ça, ils ont inventé leur propre style. Comme les Perses, ils ont inventé des styles, les Maghrébins, ils ont inventé des styles, les Turcs aussi, les Ottomans, ils ont inventé celui-là, par exemple, qui s'appelle le style Diwani. Ça, c'est une pointe que j'ai faite, c'est un tableau à moi, mais on voit les formes d'écriture. D'ailleurs, en bas, dans mon expo, il y a beaucoup de tableaux qui sont faits avec cette forme d'écriture, qu'on appelle Diwani. Et ils ont inventé aussi ce style-là qui s'appelle Al-Jali al-Diwani, Jali Diwani. Vous voyez c'était très, très élégant ce qu'ils faisaient là. Voilà, et chaque région du monde a voulu donc développer son propre style et s'imposer. Ici, nous avons une écriture chinoise, c'est l'arabe chinois. C'est ce qu'on appelle le style séné en arabe, séné, ça veut dire chinois. Oui, oui, parce que chaque région qui arrive, elle a sa propre. D'abord, elle veut se différencier des autres. Hein, pour deux raisons, comme j'ai expliqué, soit les souverains ils veulent imposer leur marque. Ça, c'est comme partout, dans l'architecture, dans tout ça. Hein. Soit aussi des mécènes ils payent le calligraphe, il faut qu'il obéisse à ses caprices. Voilà, ici on a la même phrase qui est écrite dans quelques styles différents. On a en haut le style Nasri, on a le Thuluth, on a le Diwani, on a Jali Diwani, Nasta'liq, Shikasti, Al-Riq'a, Al-Muhaqqaq, Al-Koufi, Al-Riq'a, encore, il y a deux fois Al-Riq'a. Et on a aussi Tawqi'a, ou Sombouli, l'avant-dernier. Sombouli, ça veut dire en épi. Et carrément en bas, on a ce qu'on appelle Moussalsel, c'est une écriture enchaînée. Moussalsel, ça veut dire enchaîné. Il y avait tellement de variantes. Il y avait un tout petit style qui était écrit en miniaturisé, ce qu'on appelait nous al-Ruba. Al-Ruba, ça veut dire poussière en arabe. C'est une écriture minuscule. Soit pour faire des petites lettres d'amour, on envoyait confidentiellement, soit pour écrire des petits livres du Coran, soit pour l'espionnage aussi, pour la guerre, on envoyait ça avec les pigeons voyageurs. On appelait ça al-Ruba. Et donc, vers la période abbasside, on avait à peu près 180 styles différents, mais beaucoup plus tard, on a eu, moi je dois avoir un tableau ici, j'ai compté, il y avait 112 styles différents d'écriture. Voilà, c'est celle-là. Là, c'est une espèce d'arbre généalogique de l'écriture arabe. On a au moins 120 sortes d'écriture. Oui, c'était quoi la question? Oui, c'est cette phrase. Celle-là? Les phrases différentes. Ah oui, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est différent. C'est un peu différentes langues ici. Pas du tout. Pas du tout. C'est uniquement l'écriture arabe, donc des styles différents. Mais si lire ça, c'est la même prononciation? Oui, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Jusqu'à la fin. C'est la même phrase, les mêmes mots. Uniquement la forme d'écriture qui change, le style qui change. N'importe qui parle arabe peut lire tout. Ou est-ce que justement, il y a des choses qui vont être bien initiées. Voilà. Si vous voulez, le premier, Al-Nasri, ce qu'on appelle Al-Nasri, c'est là tout en haut, c'est le style des copistes, le style des livres. D'accord? Celui-là, tout le monde peut le lire. Après, si vous voulez, celui-là, par exemple, c'est le Koufi architectural que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça va être difficile à lire, ça aussi. Vous voyez? Après, vous allez montrer ça à quelqu'un qui ne sait pas bien lire l'arabe, il va bloquer. Mais la phrase est la même, c'est pour vous montrer juste l'évolution de l'écriture. Justement, dans vos tableaux, quand vous faites
faites un mot, une phrase, Ouais. enfin tout. Ouais. Disons que c'est condensé sur une seule. Là, C'est pas ligné, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas oui, comment- là, je vais arriver, on va voir ça. Voilà, donc on était chez les Turcs, qui ont développé donc, ce style à Diwani. Donc ce que vous voyez sur ce tableau, c'était le style qu'on avait. Donc, je reviens au tableau, c'est la même phrase. C'est le Diwani qu'on a vu tout à l'heure. Ici, c'est Jalil Diwani. Mais excusez-moi, mais là, comment reconnaît-on les points significatifs de ceux qui sont de la décoration? Oui, il y a une règle pour ça. La règle, c'est que les points diacritiques qui correspondent aux lettres, ils ont la même largeur que la ligne. Les autres sont plus petits. Ah, d'accord. Oui, ils sont plus petits. Ça, c'est la règle de cette écriture-là. On l'apprend, hein, ça ne vient pas comme ça, c'est une règle qui a été instaurée. Voilà le fameux arbre généalogique, le fameux tableau. Là, j'ai compté, on avait, je crois, 112 ou 114 sortes d'écriture. Mais bon, on n'utilise pas tout, hein, mais pour vous dire le nombre, la richesse de tout ça. Le style koufi dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, il y a une 10 ou 15, voire 20 variantes. Ici, on a, si vous voulez, on a ici une phrase. C'est le style de ce qu'on appelle le koufi floral. Vous voyez, il y a des espèces de plantes, de décors de plantes et de fleurs derrière. On appelle ça le koufi floral. Pourquoi je vous montre ça? Juste pour vous expliquer le nombre si vous voulez. Si on prend une lettre, ce sont des lettres. Si on prend cette lettre-là, par exemple, ça s'appelle l'amalif. Regardez le nombre de formes qu'elle a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut l'utiliser de 8 formes différentes. Si on prend n'importe quelle autre lettre, on prend celle d'Alha, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de variantes. Uniquement dans ce style-là, ce qu'on appelle le style koufi. Voilà encore des exercices sur des lettres, toujours dans le koufi différentes, hein, comment les former, comment former aussi les garnitures de ces lettres-là. Voilà, ça c'est un peu l'évolution. Les calligraphes, c'est un peu vieux, ça aussi, ça date du 19e, voilà, 19e siècle. On fait des formes plus ou moins, si vous voulez, différentes. Ici, on a la forme d'un bateau, ici, on a la forme d'un visage ou d'un miroir. Ici, on a une forme animalière, on a une espèce de tigre, mais dedans, c'est de l'écriture. Hein. C'est de l'écriture, et quand on est bon en calligraphie, on sait la lire. Ici, plus bas, vous avez une forme de rosace, etc. Donc voilà, ça, c'était un petit peu les fantaisies des calligraphes. Voilà, ici on a encore un homme qui est agenouillé, qui est en train de prier avec une forme, avec une écriture. Mais là, ça se lit. On commence par où pour lire? Alors moi je sais lire, madame, mais tout le monde ne peut pas lire. Ici c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. On commence en haut en fait. Et parfois on peut commencer en bas. Mais c'est pas donné à tout le monde de lire ça. Si vous voulez, moi je vous explique tout simplement la calligraphie. Mais pour apprendre l'arabe, tout ça, il y a juste le nasri. Vous vous rappelez la première ligne qui était en haut. Avec ça, ça suffit largement. Mais là, on est dans la calligraphie, dans les différentes formes. Voilà. Avant d'arriver là, la calligraphie arabe, si vous voulez, elle a pris un sacré coup au XIXe siècle, avec l'arrivée de l'imprimerie, au XIXe siècle dans le monde arabo-musulman. La calligraphie arabe a pris presque un coup de grâce. Et les calligraphes perdent petit à petit leur rôle essentiel qui était d'écrire le Coran ou faire des manuscrits, puisque l'imprimerie a remplacé ça. Et leur rôle tend plutôt à devenir plus ornemental ou décoratif. Et pour autant, la calligraphie arabe n'est pas morte. Aujourd'hui, on trouve des belles œuvres magnifiques un peu partout dans le monde.
Certaines œuvres sont lisibles, d'autres moins lisibles. Certaines sont figuratives, d'autres sont carrément abstraites. On trouve des tableaux abstraits, on n'arrive à rien lire. Même moi, j'ai du mal, hein, mais bon, c'est de l'expression. Voilà, on a fait le tour de tout ça. Ici, la suite, c'est quelques tableaux de mes œuvres, hein, vous pouvez voir, dont certaines sont exposées en bas. Voilà. Voilà, ça ce sont les tableaux, donc. Ça, c'est ce qu'il y a sur l'affiche, madame. Voilà. Alors ça, c'est la toile qui est là-bas, au fond. Pourquoi je l'ai ramené ici, pourquoi je vous l'ai montré, c'est pour vous montrer les règles du fameux monsieur Ibn Maqla qui avait instauré les règles de géométrie. Vous voyez ici, ce sont quelques lettres de l'alphabet avec le fameux cercle des proportions, avec les mesures de chaque lettre dans tous les sens. Que ce soit en longueur, que ce soit en hauteur, que ce soit la taille de la tête de la lettre, etc. Tout était mesurable. Et ce que vous voyez en noir, en petit, c'est un poème. C'est un poème que Ibn al-Bawab, celui qui a succédé, le fameux monsieur qui a écrit 60 livres, il a fait un poème sur Ibn Maqla, son prédécesseur. C'est un poème sur la calligraphie et sur le qalam. C'est la calligraphie et sur l'écriture, sur le qalam. C'est ce que vous voyez en noir là-bas. Voilà, on arrive au terme. Bon, ça n'a rien à voir, c'est les chiffres, c'est le kipou. Voilà, on arrive au terme donc de cette conférence. Si vous avez des questions, vite fait, n'hésitez pas.